C'était il y a quelques jours à Genève. La directrice exécutive de l'ONU-SIDA s'alarmait de rupture de stock de tests de dépistage du VIH et de médicaments dans des pays comme l'Éthiopie ou la République démocratique du Congo. Pour Winnie Bianima, les services de prévention sont en crise sur le continent africain. 450 000 femmes en Afrique subsaharienne ont perdu l'accès à ce que nous appelons des mentors maternels, c'est-à-dire des femmes qui les mettent en relation avec les services. 24% des prestataires ont signalé des interruptions dans le diagnostic précoce des nourrissons. Le Nigeria a vu une baisse de 55% dans la distribution de préservatifs. Des chiffres inquiétants qui s'expliquent par l'arrêt brutal des financements américains. L'ONU-SIDA elle-même était auparavant financée à 50% par les États-Unis. Mais d'autres grands donateurs ont aussi considérablement réduit leur aide publique au développement et confirment la tendance depuis 10 ans à une baisse des apports en capitaux. Si Donald Trump a effectivement gelé de nombreux programmes d'aide étrangère au début de sa présidence, il a tout de même dû rétablir certains volets du PEPFAR, une initiative mondiale de lutte contre le VIH lancée par George Bush en 2003. Mais l'Afrique du Sud, pays le plus touché au monde, est spécifiquement visée par un décret présidentiel supprimant tout financement vers le pays, alors que l'aide américaine représentait 17% de son budget SIDA. Ici, un habitant sur 5 vit avec le virus. Les ONG doivent repenser les systèmes humanitaires traditionnels et s'adapter à des flux financiers plus faibles et moins stables. Des fonds privés pourraient être financièrement incités à investir par le gouvernement si les programmes parrainés atteignaient les objectifs convenus. D'autres mécanismes de financement commencent aussi à être envisagés comme des taxes sur les produits nocifs pour la santé ou le partage de ressources entre organisations et pays. Le problème reste que l'aide américaine était massive et qu'elle s'est tarie trop abruptement. Et on va en parler longuement avec notre invitée Esther Serra-Jordia. Bonjour et merci d'être en plateau sur France 24. Bonjour, merci. Vous signez un reportage très parlant qui paraît aujourd'hui dans le journal La Croix pour lequel vous travaillez. On va voir la une du journal. Vous êtes parti à Bujumbura, donc capitale du Burundi, c'est juste à côté du Rwanda. Petit pays de 12 millions d'habitants, une personne sur 100 est séropositive. Le Burundi, on l'apprend dans le papier, a longtemps été un leader régional dans la lutte contre le VIH. D'ailleurs, le nombre de nouvelles infections a fortement chuté depuis 25 ans. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? En fait, depuis 2010, c'est l'arrivée des antirétroviraux en Afrique. Donc, ce sont les médicaments qui permettent de faire baisser la charge virale et donc de pouvoir vivre correctement, convenablement avec le sida et donc de ne pas infecter d'autres personnes. Depuis 2010, on estime qu'à peu près 40%, il y a une chute de 40% des infections en Afrique. Et au Burundi, c'est plutôt 60, voire 70%. Ça s'explique par une forte mobilisation de la société civile. Qui a vraiment... De la société civile. Hein. Oui, totalement. Qui a vraiment pris ça à bras-le-corps. Et de la mobilisation des pères éducateurs pour aller dans les zones, dans les régions où il y avait des fortes contaminations au sida, pour mobiliser les gens, les motiver à se faire tester et puis les motiver aussi à se soigner. Et c'est vrai que ce qui ressort de votre article, c'est la parole libérée au Burundi. Vous nous emmenez notamment dans un centre de dépistage à Bujumbura. Et là, dites-vous, c'est l'affluence. Est-ce que ça vous a étonné ? Oui, c'est assez étonnant parce que quand on arrive, on nous explique auparavant que le sida reste tabou là-bas. Il y a beaucoup de fausses croyances. On estime que c'est une malédiction divine. Et ce lundi-là, donc quand je suis arrivée, il y avait beaucoup de monde qui venait pour se faire dépister du sida, mais aussi d'autres IST et la tuberculose, etc. Et ça, c'est aussi lié à une forte mobilisation des pères éducateurs, mais aussi à de la sensibilisation au grand public, toujours de la part des associations, en fait. Et c'est vrai qu'on sent que les gens se sentent en sécurité à l'intérieur de ces centres de dépistage et que le regard, finalement, est peut-être en train de changer. C'est ce que vous voyez, oui. Oui, totalement. Toujours grâce aux pères éducateurs, mais aussi parce qu'en fait, les populations ont compris qu'en allant là-bas, elles n'allaient pas être jugées, mais écoutées, comprises. Et donc, ça motive d'autres gens comme eux à venir, en fait. D'ailleurs, il y a une personne homosexuelle que vous évoquez dans l'article qui fait partie des populations à risque, que ce soit en Afrique ou ailleurs dans le monde. Rappelons qu'au Burundi, comme dans beaucoup de pays africains, l'homosexualité est condamnée. Et pourtant, ce jeune homme vient se faire dépister, malgré tout.
Ouais, en fait, c'est un peu tabou. Donc, dans les hôpitaux publics, on ne dit pas vraiment qu'on a des relations sexuelles avec des hommes. Mais dans ce centre-là, donc le centre de l'ANSS, les soignants sont formés à ça. Donc, il n'y a pas de jugement. Et donc, ceux qui viennent savent que voilà, ils vont pouvoir être écoutés et ne pas être jugés et qu'on va les aider à soit se protéger, soit se soigner contre le sida. Une forme de refuge, finalement. Malgré tout, les fausses croyances sont encore la dent dure au Burundi et ailleurs en Afrique. C'est quoi les principales peurs? La peur de la transmission, par exemple? La peur de la transmission et puis la peur d'en mourir. La peur de contaminer d'autres. Et les fausses croyances sont aussi partagées dans le sens où on ne sait pas encore vraiment, enfin en tout cas dans de nombreuses populations, ne savent pas comment se transmet le sida. Donc j'ai rencontré des gens qui m'ont dit on ne voulait pas que je partage ma chambre avec mes cousins, notamment des adolescents atteints du VIH, parce qu'on avait peur que je leur donne. Or ça n'existe pas, mais c'est des fausses croyances qui sont très ancrées dans la population. Voilà, encore un travail de pédagogie. Il y a aussi de l'espoir, puisque vous nous parlez du traitement préventif contre le VIH, le fameux PrEP. D'ailleurs, on a appris que les premières injections sont arrivées depuis ce matin en Afrique, dans certains pays en Afrique. En Afrique du Sud, au Zambie et au... J'ai oublié le troisième pays. Je vais vous le dire. Oui, c'est arrivé ce matin grâce à l'USAID. Et ça, c'est extrêmement prometteur parce qu'en fait, la PrEP, normalement, c'est un comprimé par jour à heure fixe. Et là, ce sera une injection 2 fois par an. Donc d'un coup, ça change tout le quotidien des gens sous PrEP et sous ce traitement-là. Eswatini, Zambie et Afrique du Sud. Donc rappelons que c'est quand même préventif. Ce n'est pas un traitement, ce n'est pas un vaccin. Non, voilà, mais c'est une avancée. Oui, quand on parle dépistage, quand on parle traitement, on parle forcément de moyens. Le Burundi, vous nous le dites, est fortement dépendant de l'aide extérieure, 90% à hauteur de 90%, et notamment de l'aide américaine. Je vous propose, avant de vous retrouver, une étape au Malawi, pays africain qui enregistre de grands progrès en matière de lutte contre le VIH. Là-bas, les infections sont en baisse également, les traitements en hausse, une dynamique fragilisée par la suspension de l'aide américaine. Regardez un extrait de notre émission Reporter. À 1 heure de route dans la capitale Lilongwe, le retrait de l'USAID a aussi contraint des dizaines d'ONG à fermer ou à réduire leurs activités. Comme dans cette clinique spécialisée dans l'accompagnement de la communauté LGBT dans un pays où l'homosexualité reste illégale. Angela nous montre des bureaux désormais vides. Ils étaient une dizaine à travailler ici auparavant. Maintenant que nous n'avons plus d'argent, nous sommes incapables de nous déplacer pour soigner les gens chez eux. Nous avions 500 clients réguliers qui recevaient leurs médicaments ici. Mais maintenant, environ 300 en sont privés. Au Malawi, l'homosexualité est passible de 14 ans de prison. Cette clinique reste un lieu de refuge. On y vient pour échanger, se détendre en toute sécurité. Ce patient vit à 3 heures de route de Lilongwe. Il a cessé son traitement préventif depuis que l'ONG n'envoie plus de clinique mobile dans son village, car il n'a pas les moyens de payer le transport. Mais il s'était exceptionnellement déplacé ce jour-là pour témoigner. J'ai peur, parce que je peux attraper le sida n'importe quand. J'ai des petits amis et je ne prends pas mes médicaments correctement. Parce que c'est compliqué pour moi de réunir assez d'argent pour venir ici récupérer mes médicaments. Angela puise dans son stock quand les patients se déplacent. Elle sait que la communauté LGBT évite les hôpitaux publics où, depuis le retrait de l'aide américaine, ils sont l'objet de discrimination. Ils disent, tu vois, maintenant t'es tout seul. Trump ne soutient plus les trans ou les gays. Vous vous retrouvez seul. Les gens qui vous aidaient ne viendront plus. Alors ça nous touche encore plus. Voilà, et bien sûr, ce retrait américain, ce désengagement de Donald Trump, de l'administration Trump, finalement, elle touche toute la population, pas seulement les homosexuels. Cette suspension, ce retrait, Esther Serrajordia, est-ce que vous l'avez vu, vous, comme conséquence au Burundi ? Oui, complètement. Alors déjà, il y a une première conséquence sur les employés des centres. Donc il y a une baisse salariale d'à peu près 49%. Et il y a une grosse conséquence aussi sur le défraiement des pères éducateurs, donc qui ne sont plus défrayés. Au Burundi, il y a un gros problème de carburant, donc beaucoup prennent des transports en commun ou doivent payer une essence très très chère
frontière. Donc le défraiement, ça fait qu'ils ne vont plus dans les quartiers à risque. Et ils étaient défrayés par qui? Par les associations? Exactement. Ouais. Et donc, il y a déjà des conséquences, et il y a déjà une augmentation des cas, une augmentation des perdus de vue et une augmentation de la détection de la charge virale. Donc ça veut dire des personnes qui ne prennent pas ou qui prennent très mal leurs médicaments. Donc ça casse la dynamique. Complètement. Ouais. Une dynamique qui était quand même assez forte au Burundi, qui était un pays leader dans la région. Et le risque, tout le monde le dit là-bas, mais c'est le cas pour l'Afrique en général, c'est de revenir en arrière. Donc ce qui est, voilà, on était sur une lancée très prometteuse et là il y a un risque de rupture totale. Avec un objectif qui était clairement affiché par plusieurs pays africains, l'éradication du sida à horizon 2030. Voilà. C'était demain. C'était demain. Ouais. Le gouvernement au Burundi, est-ce qu'il a les moyens de pallier à ce retrait américain? Malheureusement non. Le gouvernement il avait donné en 2001 à peu près qu'il allait donner 15% de son budget à la santé et en fait on est plutôt autour de 5%. Mais comme c'est un pays très pauvre, il y a une très très forte dénutrition et donc c'est plutôt la priorité du gouvernement, moins de financer cette cause-là qui de toute façon est infinançable au vu des moyens qu'il a. Reportage édifiant à lire dans le journal La Croix. Lisez La Croix, c'est un très bon journal. Esther Serrajordia, la lutte obstinée contre le sida. Reportage au Burundi. Merci infiniment d'être passé sur France 24. Merci.